raconte. Christophe Ondelatte. Une histoire stupéfiante aujourd'hui. L'histoire d'une enfance fracassée, volée, pillée, sciemment détruite. Et cette histoire, eh bien c'est la vôtre, Brahim Kermaoui. Bonjour, Brahim. Bonjour Christophe. Vous la racontez dans un livre, L'enfant égaré, que vous avez publié à compte d'auteur. Je suppose que vous cherchez un éditeur maintenant. Oui, je garde espoir d'en trouver un. On le trouve en tout cas, ce livre, L'enfant égaré, assez facilement sur Internet, notamment sur Amazon. À l'âge de 13 ans, vous avez découvert, Brahim, que vos parents n'étaient pas vos parents. Pire que ça. À l'âge de 32 ans, vous avez découvert que vous n'étiez pas, en vérité, Brahim Kermaoui. Que vous n'étiez pas le vrai Brahim. Que vous étiez un remplaçant. Je n'en dis pas plus. C'est une histoire douloureuse qui va crescendo, comme ça, dans la douleur et dans l'horreur. Je l'ai écrite avec Pierre Anquetin. Réalisation Céline Lebrun. Europe 1, 14h-15h, Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte. Je m'appelle Brahim. Je suis né au Maroc le 22 août 1978. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur mes papiers. Mais suis-je réellement né ce jour-là ? Je ne sais pas grand-chose du début de mon existence. Tous ces silences autour de ma naissance, tous ces non-dits, tous ces mensonges. J'ai grandi à Gennevilliers, au nord de Paris. Un studio dans un immeuble des années 20, des chiottes sur le palier, à 3 dans le grand lit. Maman travaillait comme femme de ménage à la General Motors. Et papa comme ouvrier à l'usine Chausson. Il fabriquait des Trafic, des J5 et des J9. Je les appelais papa et maman. Je me suis bien fait avoir. En vérité, je n'ai que très peu de souvenirs de mon père. De celui en tout cas que j'appelais mon père. Un jour, je dois avoir 5 ans, je joue au ballon dehors avec Florian, le petit-fils de la gardienne. J'envoie la balle derrière le grillage de l'usine Panzani, un grillage d'au moins 2 mètres. Je vais pour escalader le grillage, récupérer mon ballon. Mon père me voit. Ouïe, ouïe, ouïe. Il m'attrape par les jambes, il me suspend et il me tape la tête sur le sol. Boum, boum, boum. Je me souviens aussi de l'été d'après, quand on est parti au bled. Papa avait acheté une Peugeot 104. Il en était très fier. On a fait la route tout droit jusqu'à Marseille. Et ensuite, le bateau. Et on est arrivé à Berkane, le bled de mon père, dans le Rif, près de la frontière algérienne. Et là, j'ai senti mon père distant et ma mère agressive. Ils ne se parlaient pas, ils se disputaient tout le temps. Et mon père, finalement, est rentré en France avant nous. Et quand on a débarqué à Gennevilliers, maman et moi, on a trouvé la porte close. Ali, ouvre! Je veux pas vous voir, foutez le camp! Ali, ouvre! Tu peux pas nous laisser dehors! Je suis ta femme! Et puis pense à Brahim, c'est un enfant! Ali! Je suis chez moi, partez! Voilà. À partir de ce moment-là, rien ne sera jamais plus comme avant. On est allé dormir chez des connaissances pendant 2 semaines, à 2 sur le canapé du salon. Ma mère avait honte. Alors un jour, elle est revenue au studio et elle a forcé la porte. Ali, pense au petit. Il rentre en CP. Tu peux pas le laisser dans la rue. Alors finalement, c'est lui qui est parti. Un jour, mon père m'a proposé de venir vivre avec lui. Où ça? Ben chez moi. On ira chercher tes affaires, tu diras à ta mère que tu veux vivre chez moi. Quand je l'ai dit à maman, elle a pleuré. Tu veux partir? Eh bien pars. Je mérite de rester toute seule, non? Alors je ne suis pas parti. J'ai eu pitié d'elle.
Ma mère fait des ménages. Elle se lève à 5 heures du matin et elle rentre à 21 heures. Du coup, moi, j'ai 8 ans, je suis livré à moi-même. Je vais chez mon copain Taïeb regarder les Chevaliers du Zodiaque à la télé. Les quatre coins de l'univers, quand triomphe le mal. Ou bien, je traîne au pied de l'immeuble. 8 ans. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans les pattes de celui que j'appelle le méchant. Un grand, de 10 ans, maigre avec un grand menton. Un samedi, il m'a demandé de baisser mon pantalon. Et il m'a caressé. Une autre fois, derrière l'ancienne usine Citroën, il s'est frotté contre mes fesses. Il disait que j'avais un corps de fille. Ça a duré comme ça jusqu'à mes 11 ans. Il me disait « Brahim, viens. Viens, on va faire un tour. » J'ai mis longtemps à comprendre. Je me sens sale. J'ai honte. Alors voilà, mon père s'est barré, ma mère est dépressive, elle pleure tout le temps, mes amis m'humilient. Je ne trouve de réconfort nulle part. Mais pourquoi donc est-ce qu'ils m'ont mis au monde ? S'ils savaient la vérité. Et chez lui, rien n'a changé. À la maison, sa mère pleure tout le temps. Elle s'enfonce dans la dépression. Elle se dispute avec tout le monde, avec ses collègues, avec ses voisins. Et à l'école, comment ça se passe à l'école ? Eh bien, à l'école, Brahim a eu une maîtresse gentille, Catherine. Il l'aimait beaucoup. Mais en CM1 et CM2, il tombe dans la classe du dirlo, Patrick Gérard, un physique de bodybuilder, une terreur. Une fois, il a obligé un élève à passer toute la récréation dans une poubelle. Fermée, fermée. Un jour, il a collé une gifle à Brahim, parce qu'il ne savait pas écrire le mot automne au tableau. Et bim, et bam, une deuxième. Aujourd'hui, c'est la visite médicale. Ils sont là, un groupe de 4-5 élèves, Brahim est au milieu. On leur a demandé d'apporter leur carnet de santé. Et ils s'amusent à se le lire. T'es né quand, toi ? Moi, je suis né le 24 juin 1978. Et toi, t'es né où ? Moi, je suis né à Gennevilliers. Et toi, Brahim, t'es né où ? Il ouvre son carnet, il regarde. Sur la ligne lieu de naissance, il y a un grand point d'interrogation. Brahim, il sait pas où il est né nulle part, tata terre. Et le médecin scolaire de renchérir. Brahim, faudrait faire compléter ton carnet, hein. Manque des informations. Voilà. Maintenant, il y a ça, en plus du reste. Brahim n'avait jamais ouvert son carnet de santé. À partir de maintenant, ça va lui trotter dans la tête, évidemment. Brahim a maintenant 12 ans. Il est en 6e au collège Édouard Manet de Villeneuve-la-Garenne. Et l'assistante sociale le repère assez vite. Il n'a pas vu son père depuis 5 ans. Sa mère est au fond du trou, paumée. Alors un jour, elle lui parle d'aller dans un foyer, à la DAS, comme on dit. Tu sais, Brahim, là-bas, il y aura un vrai cadre de vie, il y aura une bonne hygiène, il y aura un vrai suivi scolaire, tu auras des vêtements propres. Il est assez facile à convaincre, franchement. Quitter sa mère dépressive, son oncle alcoolique, je vous ai pas encore parlé de celui-là. Il vit avec eux, il est bourré du matin au soir. S'il peut vivre loin de tout ça, ok. La DAS vient donc le chercher, un dimanche soir. Un éducateur, encadré par 2 gendarmes, preuve qu'ils s'attendent à de la résistance, et ils ne sont pas déçus. Vous allez tuer mon enfant! Vous allez l'y tuer! Maman, faut que je parte, tu sais bien, c'est mieux. Eh bien, vas-y, va, pars!
D'abord un foyer d'urgence, dans le Val d'Oise, puis une famille d'urgence, gentille, avec le frigo bien rempli. Puis une famille d'accueil. Brahim ne s'y sent pas bien. Alors retour au foyer. Et quand arrivent les vacances d'été, ma foi, retour chez maman. Maman qui cette année n'a pas pris de billets pour le Maroc. Donc les vacances, ce sera à Gennevilliers. Un soir, il ne voit pas le temps passer, il rentre à 1h du matin. Et là, il tombe sur son oncle Ahmed, beurré comme un petit lu. « Viens là, toi! T'étais où? » ?»« J'étais devant la cour, là. Tu m'as pas vu? »« Arrête de mentir !» Et là, Ahmed l'attrape par le bras et il lui balance un coup de poing. Bim! « T'étais où? »« J'étais dans la cour. » Et bim un deuxième, et bim un troisième, et un quatrième. Brahim a 13 ans, il n'est pas assez fort pour se dégager, et l'autre le frappe comme un sourd. « Sale menteur, là! T'es le diable !» Brahim a le visage en sang. Il parvient à s'échapper, l'oncle le poursuit. Brahim court jusqu'à ses copains, il leur demande de l'aide. « Ah, t'approches pas de nous, va! Dégage! Tu vas nous faire avoir des problèmes !» Et là-dessus, l'oncle déboule. Brahim, je vais te tuer! Et là, incroyable, Brahim sent une main qui l'attrape par le poignet. C'est le méchant qui l'a à moitié violé et qui vient le sauver. Viens Brahim, viens, cours! Il court jusqu'à Saint-Ouen. Et là, ils vont tous les deux au commissariat. Les policiers emmènent Brahim à l'hôpital de Garches. Il va y passer 1 mois. Traumatisme crânien. Hémorragie interne, collection d'hématomes. Et pour ça, le tonton va prendre 3 mois de prison avec... Et Brahim ne peut pas imaginer que cet événement, déjà inouï, va provoquer comme un tremblement de terre dans sa vie. Parce que la DAS, bien sûr, est mise au courant. Et un jour, la mère est convoquée pour une réunion. Brahim est là, il y a son éducateur, Pierre, il y a le directeur du foyer, il y a une personne du conseil général et il y a un interprète parce que la mère parle le français coussi-coussa. « Madame, qu'avez-vous l'intention de faire de votre fils? Il s'est tout de même produit des événements graves ces derniers temps. »« Je peux rien faire. Il traîne tous les soirs dans la rue avec des voyous. Il m'écoute pas. »« Madame, vous avez toujours la garde de votre fils. »« Mais Brahim, il n'est pas mon fils. »« Pardon ? Brahim, il n'est pas mon fils. Je l'ai adopté quand il était petit. »« Mais quand ? » ?»« Mais quand il était bébé, à l'hôpital. Avant ça, j'étais enceinte plusieurs fois, mais tous les bébés, ils sont morts. Alors avec mon mari, on est allé à Berkane, à l'hôpital. Et ils nous ont donné ce bébé. Et il n'avait plus de parents. Ils étaient morts dans un accident de voiture. » Et comme si ça n'était pas assez. « Je sais pas quoi faire de lui. J'en peux plus de lui. Gardez-le, il me coûte trop cher, et j'ai plus que des problèmes avec lui. » Au fond de moi, écrit Brahim, j'éprouvais une telle haine envers ma mère. J'aurais préféré qu'elle me parle seule à seule, qu'elle raconte mon histoire avec tendresse. Non, elle avait jeté ma vie en pâture, à la face de tous, comme on vomit une amertume. À cet instant, je n'envisageais plus de l'appeler maman. Elle serait dorénavant une femme, parmi d'autres. Souvenez-vous de la scène. Brahim a 13 ans et il vient d'apprendre qu'il n'était pas l'enfant de ses parents devant tout le monde. Son éducateur, le directeur du foyer, un représentant du conseil général. Quelle violence! Et quand la réunion s'achève, il est paumé bien sûr Brahim. Et donc avec son éducateur, Pierre, il se met à éplucher ses papiers d'identité. Enfin, le peu de papiers dont il dispose. Sa mère n'a pas de livret de famille. Elle n'a qu'un récépissé de la préfecture de Berkane, sur laquelle il est juste écrit « Brahim Kermaoui, né le 22 août 1978 ». Sur ce papier, il n'est absolument pas fait mention d'une quelconque adoption.
est-ce que sa mère ment? Pourquoi est-ce que ça n'est pas écrit sur ce papier qu'il a été adopté? Quelques jours plus tard, son éduc vient le voir. « Brahim, j'ai retrouvé ton père. J'ai pris rendez-vous avec lui, tu vas m'accompagner. Il a peut-être des réponses à tes questions. » Ils vont à Saint-Denis. « Attends-moi dans la voiture. Je vais lui parler d'abord et je viens te chercher après. S'il est d'accord, bien sûr. » Pierre, l'éducateur, revient au bout d'1 heure. « Bon. J'ai discuté avec ton père, je me suis pris la tête avec lui pour toi. Il veut me voir? Non. Non, il veut pas. Il dit qu'il veut plus te revoir. Je suis désolé. Mais pourquoi? Il dit que c'est compliqué pour lui, il a refait sa vie, il a une femme, des enfants, il veut pas tout chambouler. Mais je suis son fils. Je lui ai tout raconté, mais il ne veut pas renouer de lien avec toi, il veut que tu tires un trait sur lui. Terrible. Il apprend à 13 ans que son père n'est pas son père, et maintenant, l'autre ne veut plus le voir. Ton père a dit aussi qu'il avait perdu ton livret de famille. C'est bizarre, ça. Faudra éclaircir cette histoire de livret. Ensuite, Brahim enchaîne les familles d'accueil. À chaque fois, ça se passe mal. Et il finit par échouer dans un foyer de la DAS, à Saint-Germain-Laxis, près de Melun, en Seine-et-Marne. Et on l'inscrit dans un centre de formation, le Logis, où il essaye d'abord l'électricité, puis la restauration, la maçonnerie. Rien ne lui plaît. Et à part ça, il fume de la beuh, il picole, il vole, et maintenant il deal. Le week-end, il rentre malgré tout chez lui, à Gennevilliers, chez sa mère, et il se fait recruter par un gars du quartier qui s'appelle Mourad, pour planquer de l'héroïne et des liasses de billets. La dégringolade. Mais pourquoi voulez-vous qu'il s'accroche à rester sur les rails, puisqu'il n'y a personne qui l'aime? Personne pour l'encourager à faire le meilleur. Alors il fait le pire. Il rate son CAP, il se fait virer de son centre de formation, on le place dans un foyer de jeunes travailleurs, et quand il a 19 ans, la DAS lui dit « T'es majeur, mon gars, maintenant démerde-toi !» Et un jour, il se fait pincer dans un cambriolage sur la zone industrielle de Gennevilliers. L'alarme se déclenche. La police rapplique, il se fait serrer, il en prend pour 6 mois ferme, il en fait 4. Et quand il sort, où voulez-vous qu'il aille? Chez sa mère, qui n'est pas sa mère, à Gennevilliers. Jusqu'à ce qu'un matin... Bonjour. Je suis huissier de justice. Vous avez une injonction de la mairie, vous devez quitter le logement... aujourd'hui même. L'immeuble est, paraît-il, insalubre, donc on va le détruire. De toute façon, sa mère ne payait pas le loyer. Brahim file à la mairie pour essayer de négocier, on lui propose un F3, à condition qu'il soit caution de sa mère. Et donc il doit se mettre à bosser, en intérim, ouvrier chez PSA, employé chez EDF, routier, chauffeur-livreur, il prend tout ce qui passe. Un jour, Brahim a 28 ans, il se promène au marché Saint-Denis avec l'un de ses oncles maternels. Pas l'alcoolique, un autre. À un moment, l'oncle se fige. « Brahim, tu veux voir ton père? Il est là. » Où ça? Là, regarde, c'est lui. Le père fait son marché accompagné d'un petit garçon. « Va le voir, Brahim, va le voir. » Brahim s'approche. Salam alaikum. Alaikum salam. Mais tu es qui? Tu me reconnais pas? Je suis Brahim, ton fils.
Ah, ça va. Les trois hommes vont boire un café. Mais le père parle avec l'oncle, il n'a pas un mot pour Brahim, pas un mot. Et il se lève, et il s'en va. J'étais malheureux, en colère. Je n'étais personne à ses yeux. Heureusement, la même année, Brahim rencontre Farida. Il tombe amoureux, quoi. Ça fait toujours du bien de tomber amoureux. Il se marie, et c'est elle qui l'encourage à se lancer dans une enquête sur sa naissance au Maroc. Tu sais quoi? Viens, on va aller 2 mois en vacances au Maroc. C'est là-bas qu'il faut se renseigner. Ce qu'il va découvrir là-bas, dans le pays où il est né, est absolument stupéfiant. Et donc ils débarquent tous les deux à Berkane, dans le Rif, berceau de la famille Kermaoui. Et ils vont voir la famille, et notamment une tante qui les invite à prendre le thé. Dis-moi, est-ce que tu sais comment j'ai été adopté? Oui, Brahim. Oui, je sais. Et là, la tante se met à raconter une histoire absolument stupéfiante. Tes parents vivaient déjà en France. Et un été, ils sont venus au Maroc. Ils sont allés à l'hôpital de Berkane et ils ont ramené un bébé. Un bébé né sous X, comme on dit. Mais ton père s'est arrangé avec la préfecture pour que ça soit pas écrit sur le papier que le bébé, il était adopté. Et donc, ils l'ont appelé Brahim. Brahim Kermaoui. Mais ce bébé, c'est pas toi. Parce que ce bébé, il est mort. Il est mort 15 jours après. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à l'hôpital. Ils ont rendu le bébé mort. Et on leur en a donné un autre. Et ça, c'est toi. Mais ils n'ont pas refait de papier, tu vois. Ils ont gardé les papiers du premier, quoi. Brahim Kermaoui, né le 22 août 78. On lui a donné l'identité d'un bébé mort. Et après, ils sont rentrés en France avec ce secret terrible, ce secret dévorant. Brahim n'est donc pas né le 22 août 1978, comme c'est écrit sur ses papiers. Non seulement il ne sait pas d'où il vient, mais il ne sait même pas quel âge il a. Le sol s'ouvrait sous mes pieds. Une sensation de vertige s'emparait de moi. J'étais en proie à la nausée, le cœur au bord des lèvres. Il fallait en savoir davantage. Et donc il va à l'hôpital de Berkane, où il rencontre une assistante sociale. Elle écoute son histoire. Et lui, il demande à consulter les registres. Ah, désolé. Vous pouvez pas consulter les registres, mais vous inquiétez pas, on va faire des recherches sur vos parents biologiques. Donc votre nom, c'est Brahim Kermaoui. Mais non, je m'appelle pas Brahim Kermaoui. Brahim Kermaoui, c'est le mort. L'assistante sociale fouille dans les registres. Écoutez, je suis désolé. Aucun document ne fait mention de votre adoption. Administrativement, vous n'avez jamais été adopté. Vos parents se sont Ali et Sofia Kermaoui. Il n'y a rien d'autre. Je peux rien faire d'autre. Brahim se retrouve face à un mur. Il ne saura jamais qui il est. Sauf s'il parvient à trouver une infirmière dont on lui a parlé et qui travaillait à l'époque à la maternité de l'hôpital de Berkane. Et il la retrouve. Elle a 70 ans. Elle est atteinte d'un cancer. Je me souviens pas de ça. Je connais pas de Kermaoui. Non, ça me dit rien. De toute façon, j'étais pas là ce jour-là. Ce jour-là? Quel jour? Pourquoi vous dites ce jour-là? Vous savez quelque chose? Je sais pas. Écoute, oublie tout ça. Fais ta vie. Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup, comme dit l'autre. La vieille infirmière n'a pas envie de remuer le passé. Et oui, il y a eu une époque où au Maroc, on donnait des bébés sans plus de formalité. Une époque où on les vendait peut-être. Un trafic de bébés. Mais personne n'a envie de parler de ça. Personne. Alors Brahim décide d'aller voir une avocate à Berkane.
Il veut une enquête. Il veut retrouver le nom de sa vraie mère. Mais même l'avocate se débine. On n'y arrivera pas. Il faudrait commencer par prouver que tes parents adoptifs ne sont pas tes vrais parents, exhumer les corps, faire un prélèvement ADN. On n'y arrivera pas, on n'aura pas les autorisations. Brahim a écrit au procureur royal du Maroc. Il n'a jamais reçu de réponse. Sa mère adoptive est morte en 2016. Est-ce qu'elle savait, elle? Ce n'est pas sûr. En tout cas, elle n'a rien dit. Waouh! Waouh, Brahim. Waouh! J'ai vu vos yeux s'embuer. Ouais. Vous êtes un hypersensible. Oui, je suis hypersensible. Ça doit pas être facile d'être hypersensible à Gennevilliers. Non, c'est pas facile, c'est vrai. Hein? Depuis tout petit, en fait, vous êtes un peu à part. Ouais, depuis que je suis, ouais, c'est vrai. J'imagine que pour un gamin de banlieue, de quartier, comme on dit, De quartier. ça a été dur de raconter tout ça. Vous vous êtes beaucoup dévoilé. C'était très dur parce que déjà, pour un homme, de se déballer et de raconter sa vie, C'est pas évident. c'est pas évident. Mm. Et un jour, je me suis dit, il faut que je raconte tout. Faut que je l'écris pour me sentir mieux. Et les gens du quartier, Il y a eu des gens du quartier, ils m'ont reproché pourquoi t'as écrit ce livre. pourquoi ils ont dit ça? Ils disent que, en fin de compte, vous savez, ils sont fiers. Ils disent, ouais, c'est la honte, t'as pas raconté ton histoire, c'est pas bien, tu crées des problèmes. Moi, j'aurais dit que non, je crée pas de problème. Au contraire, ça me soulage de partager mon histoire, sensibiliser. Ils vous reprochent d'avoir dit que vous avez été violé, n'est-ce pas? Oui, je reproche ça aussi. Ouais. Raconter aussi quand j'étais dans la drogue, dans la délinquance, toutes ces choses-là de partie de ma vie. Ça fait pas bien de raconter sa life, Ça là, oui. comme on dit. Alors là, vous rentrez d'un périple. C'est tout frais, hein? C'est tout frais, oui. Ouais, c'était il y a 15 jours à peine. 15 jours à peine. Oui. Vous êtes allé en vélo au Maroc, départ devant le palais de l'Élysée à Oui. Paris, et arrivé où? À Rabat, Devant le palais palais royal. du roi Mohamed VI. 6. Vous l'avez vu? Non, j'ai vu personne. C'était le but pourtant. Mais c'était mon but, ouais. J'ai fait 2400 km pour rencontrer le roi, la majesté Mohamed VI. Je suis arrivé devant le palais royal et il n'y a eu aucun contact, aucune personne qui m'a accueilli du ministère. Vous avez essayé de le rencontrer plusieurs fois, je crois. Hein. Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois dans Paris. Parce qu'il vient beaucoup en France. Hein. Il vient beaucoup en France. Ouais. J'ai campé devant son château. Je suis resté 3 heures. Après, je suis venu sur Paris, je l'ai rencontré, je lui ai proposé mon livre, mon histoire. Vous l'avez pisté dans une boutique. Oui, je l'ai pisté dans une boutique, oui. Grâce à un copain chauffeur de taxi qui Oui. vous a dit, il va faire ses courses là-bas. Ah, voilà. Ouais. C'est vrai. Vous lui avez proposé votre livre. Je lui ai proposé mon livre et il a refusé. Et il m'a dit qu'aujourd'hui, qu'il pouvait pas m'écouter, mais il m'écouterait pour une prochaine fois. Mais il n'y a pas eu de prochaine. Il n'y a pas eu de prochaine. Là, voilà, Mohamed VI, le roi, le majesté du roi du Maroc, il n'y a que lui qui peut m'aider à ouvrir cette enquête. Il n'y a que lui qui peut m'aider à faire ses recherches. Et à retrouver votre mère. Oui, surtout ma maman et mes parents, mon histoire. Vos frères et sœurs. Frères et sœurs. Parce que vous êtes à peu près sûr qu'ils ne sont pas morts dans un accident de voiture comme vous l'a raconté votre mère. Non, je pense qu'ils sont vivants. Vous pensez que votre mère vous a acheté? Je crois, oui. Je pense que mes parents ils m'ont acheté. Parce qu'il y a tout un contexte. Hein. On sait que ces choses-là ont existé au Maroc. Il y a eu une enquête en Espagne qui a fait tomber un réseau de vente de bébés. Vous pensez que vous étiez dans le même cadre? Si, c'est la même région. J'étais dans le même réseau. Il y a eu plus de 30 000 bébés du nord du Rif. Oui. Entre Oujda, Berkane, toute cette région jusqu'à Nador, toutes ces régions. Et même l'assistance sociale m'avait dit clairement qu'à l'époque, il y avait eu bien dans cet hôpital, il y a eu un trafic d'enfants. Un trafic d'enfants. Et ils vendaient à des Marocains vivant en France ou en Espagne ou en Europe. C'est ça. Et à des étrangers. J'ai un doute parce qu'il y avait beaucoup, comme les frontières étaient ouvertes, il y avait beaucoup d'aussi qui habitaient dans le nord, des Français, il y avait des Espagnols. Ouais. Et je pense qu'il y avait des Espagnols et des Français. Je pense que oui, qu'il y a eu des Français qui sont venus acheter. Et comme cette région c'était assez pauvre, et un peu, je pense qu'ils ont peut-être manipulé les vraies mamans, les vrais parents pour délaisser leurs bébés, leurs enfants. Oui. En leur disant, ils seront mieux. Mieux en Europe. Mieux en Europe. Le sentiment que donnent vos parents,
c'est d'être rongé par ce secret de famille. Est-ce que vous pensez que votre mère, cette dépression qui l'a détruite à petit feu, elle est morte aujourd'hui, a été rongée par ce secret? Je pense que oui. Je pense qu'elle a eu cette dépression. Je pense qu'elle savait quelque chose. Elle avait des remords. Oui. Elle avait des remords et ça l'a perturbé toute sa période de vie. Oui. Et en même temps, comme elle aimait Ali, Votre père? mon père adoptif, Ouais. je pense qu'elle voulait pas le trahir ni dire le secret. Mais même sur son lit de mort, vous n'avez rien... Rien, j'ai essayé, j'ai tout obtenu fait, d'elle. j'ai rien obtenu. J'ai rien obtenu, elle n'a pas voulu le dire, ce secret. Et même mon père adoptif, je pense qu'il savait ce secret, ils l'ont gardé. Je pense qu'ils ont fait quelque chose de pas bien. L'expérience que j'ai des secrets de famille, Ibrahim, c'est que ce sont des demi-secrets. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on les apprend, mais en vérité, il y a plein de petits signes avant qui fait qu'on les sait déjà. On les a pas verbalisés. Est-ce que vous saviez par des non-dits, par des petites choses, par ce point d'interrogation sur votre carnet de santé, qu'il y avait quelque chose de pas clair dans votre naissance? Franchement, en fondement, je le sentais. Ah. Je sentais, il n'y avait pas d'amour. Ouais. Déjà d'une, il y avait en fin de compte, on ressent quand une maman ou un père, son propre enfant, on fait tout on fait des sacrifices, on lui donne de l'amour, tout ça, et je l'ai pas ressenti. Et il y avait une distance. Déjà, comme mon père adoptif, quand il est parti, il voulait, mais après, je pense qu'après, quand il a refait sa vie, il a eu des enfants, ça y est, il a coupé les ponts. Mm. Il s'est dit, ça y est. Et ma mère adoptive aussi, en fin de compte, il y avait pas, comme elle était malade en même temps, elle donnait plus cet amour. Parce Quand j'étais enfant. qu'on peut lire plein de choses comme ça. Par exemple, quand il ouvre pas la porte, c'est une sorte Oui, c'est vrai. d'aveu. Ouais. Voilà, t'es pas mon fils. Et quand il vous dit viens vivre avec moi, et que finalement vous y allez pas, mais quand il vous le propose, c'est parce qu'il culpabilise. Oui, c'est vrai. Hein. Hein? Oui, ouais, c'est vrai, ça fait pas tort. Ouais, je pense. Non, Non. je pense que si, c'est vrai, oui. Peut-être il avait des remords par rapport à ce qu'il a fait, ou avec ma mère adoptive, il s'est dit, tiens, faut que je récupère. Faut que je me rattrape. Il faut que je me rattrape, voilà. Mais trop fier pour aller au bout, quoi. Et il l'a pas fait. Et il l'a pas fait. Pourquoi ils ont fait ça, vos parents? Pourquoi est-ce que ils ont acheté, volé, Ouais, pris un bébé? En fin de compte, ils voulaient combler un trou qu'ils avaient. Ils pouvaient pas avoir d'enfant. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfant. Ils se sont dit, tiens, on va prendre un enfant à l'hôpital. On va combler ce trou qu'on a. Mais ce trou, en fin de compte, ils se sont pas rendus compte qu'ils allaient faire du mal. Parce que là, il y avait presque un signal. C'est un couple de Maghrébins qui n'a qu'un enfant. Un seul. C'est extrêmement rare. Oui, c'est vrai. C'est extrêmement rare. Vous ouais. n'aviez pas de frères et sœurs? Non. Ouais. Ça J'étais- aussi, Ça fait c'était unique, ouais, c'est vrai. hein. c'était comme un point d'interrogation Relation. dans votre vie. Ouais. Vous leur avez pardonné? Franchement, oui, j'ai pardonné. J'ai pardonné. Je suis quelqu'un, j'ai pas aucune rancune. Je suis joyeux. Toutes les personnes qui connaissent, j'ai toujours le sourire. Dans mon cœur, j'ai aucune haine. C'est juste que voilà, j'ai un peu de tristesse parce qu'ils ont pris leur secret avec eux. Ils auraient pu au moins vous laisser la solution avant de mourir. Voilà, c'est ça. Parce que vous pensez qu'ils savaient. Moi, je pense, oui, ils le savaient à 200%. Ils savaient. Qui était votre mère? Qui était ma mère, mes parents. Ils savaient, mais ils n'ont pas voulu parce que ils avaient peut-être peur de problèmes d'avoir que leur famille des problèmes de justice Ah, parce au qu'il y a eu des- Maroc. il y a eu des problèmes avec votre famille. Quand vos parents sont morts, ils n'ont pas voulu que vous héritiez. Non, ils n'ont pas voulu que je fais. Et en plus, ce qui est marrant, je porte leur nom. Au Maroc, il y a une loi parce qu'il faut ramener 12 témoins pour témoigner comme quoi je suis bien leur propre fils. Oui. Et ben, les deux familles, ils ont témoigné comme quoi je suis orphelin. Je leur ai dit, voilà, si je suis orphelin, pourquoi je porte leur nom? Et ils n'ont pas voulu que j'hérite de tout l'héritage qu'ils avaient au Maroc et en France. Après, je leur ai dit, vous savez, j'ai pas besoin de cet argent. Grâce à Dieu, moi, ma richesse, c'est quoi? C'est mes enfants, ma santé et ma femme. Et voilà, je leur ai expliqué, voilà, juste avoir la vérité. D'où je viens, ça me tient à cœur. Et voilà. Et ils n'ont pas voulu, et ils m'ont tourné le dos. Il y a une chose qui m'a marqué, c'est que à un moment donné, vous écrivez dans votre livre, à partir de maintenant, c'est-à-dire de la révélation de votre adoption, vous dites « je l'appellerai jamais plus maman ». Mais vous ne cessez de revenir chez elle. C'est-à-dire à chaque fois que vous sortez du foyer, le week-end, c'est à Gennevilliers, c'est chez votre mère, et ça dure des années et des années et des années.
Ouais, c'est vrai. Parce que, en fin de compte, au fond, j'avais de la pitié. Parce qu'elle était malade, elle était toute seule, Ouais. elle avait aucune famille. Et en fin de compte, il y avait que moi en tant que famille que. Quand j'y allais chez elle, je l'appelais même pas maman, je l'appelais Safia. Ouais. C'est fou. Et vous l'avez accompagnée jusqu'à son dernier souffle. Je l'ai accompagnée jusqu'au dernier souffle. Le Et seul amour qu'elle a eu dans sa vie, finalement, c'est vous. C'est moi, oui. C'est dingue. C'est dingue, ouais. Alors, parmi les scènes que vous avez racontées dans ce livre, je me doute qu'une a été plus difficile que les autres à raconter. Ce sont ces scènes d'agression sexuelle. Alors, on cherchera la qualification. Il n'y a pas de viol puisqu'il n'y a pas pénétration. C'est pas faute d'avoir essayé, hein. Il a essayé, le méchant. C'est dur, quand on est un gamin de Gennevilliers, d'aller raconter ça. D'autant que vous n'avez pas été sa seule victime, n'est-ce pas? Oui, j'étais pas seule victime. Il a fait ça avec plein d'autres gamins de son âge. Il en a fait quelques-uns, oui. Qu'est-ce qu'il est devenu, ce garçon? Le méchant? Le méchant, je sais que j'avais revu un membre un frère et il était marié, il avait divorcé, il était un peu plus il était un peu alcoolique. Ouais. Il avait des problèmes d'addiction, d'alcool et après, il avait divorcé, il est toujours friendzoné. Il zone par là. Ouais, il zone, mais. Vous avez jamais porté plainte? Non, jamais. Je l'ai pardonné. Lui aussi. Je l'ai pardonné. Et après, je sais pas, parce que j'ai un peu de. Le jour où mon oncle qui m'a agressé, Il vous a sauvé. il m'a sauvé, ouais, voilà. Il vous a sauvé la vie, hein. Il aurait pu vous tuer. Ouais, mais non, mon oncle, il voulait me tuer. Ce jour-là, je sais qu'il voulait me tuer et il y a que lui qui m'a aidé. C'est fou. Pourquoi? Peut-être. L'amour? Non, ouais. Peut-être l'amour? Ou peut-être il avait Des remords. des remords. Allez savoir. L'oncle Ahmed, l'alcoolo, là, il savait lui aussi. Oui, Il savait tout. il savait tout, ouais. Il sait tout, il est toujours vivant. Il est toujours vivant, ouais. Il est va mort. rien lâcher, lui non plus? Non, il va rien lâcher. Non plus. Il va rien lâcher. Il me dit qu'il sait rien, mais moi j'ai un doute. Je pense qu'il sait la vérité. La DAS. Alors vous avez été pendant longtemps Oui. un enfant de la DAS. Vous avez été placé, famille d'accueil, Qui avait plutôt failli- foyer. Vous n'avez pas accroché aux familles d'accueil. Non. Pourquoi ça? J'avais accroché quelques-uns. Mais en fin de compte, ce qui est dommage à l'époque à la DAS, quand on était, par exemple, on était bien en relationnel avec la famille d'accueil, On vous enlevait. on vous enlevait. On pouvait pas rester parce qu'ils voulaient pas qu'on garde un lien d'affection. Tout de suite, on Fallait restait. pas s'attacher. Voilà, c'est ça. Il fallait pas s'attacher. Et tout de suite, on changeait de famille d'accueil. Ce que vous racontez là, vous savez que c'est un phénomène destructeur terrible Oui, à la DAS dans les années 80-90. Ça a fabriqué des tonnes de criminels. oui, c'est vrai. Ça a détruit des gens. Des gens. On enlève les enfants des familles où ils sont heureux pour aller les mettre tant qu'à faire dans des familles où ils sont pas heureux. Ouais. Bah, c'est ça qui s'est passé. Ouais. J'en ai fait plein. J'ai fait même une fois une crise. J'ai appelé mon éducateur. J'ai dit j'en peux plus. Je vais rester en foyer. C'est là que je me sentais mieux. Est-ce que d'une certaine manière, mais là c'est risqué ce que je tente, mais au ressenti comme ça, je me dis que peut-être la DAS, qui s'appelle en vérité l'aide sociale à l'enfance, aujourd'hui, l'ASE, vous a sauvé. Franchement, il m'a sauvé, oui. Les éduques? Les éducateurs, éducatrices, oui. Ils m'ont donné beaucoup d'amour. J'ai rencontré beaucoup d'éducateurs éducatrices qui m'ont aidé, même dans mon livre, je leur dédicace leur nom, je leur dis, voilà, il y avait Pierre, il y avait Soraya, il y avait Catherine, il y avait Bernard, je les ai tous en tête. Ils m'ont donné de l'amour, ils m'ont aidé à me mettre dans le droit chemin, à s'accrocher dans la vie, ne jamais baisser les bras. Continuez, ça fait tellement de bien d'entendre ça. Ouais, c'est vrai. On dit tellement de mal de la DAS. Non, mais on entend de mal. C'est pour ça que des fois, je suis un peu étonné, je vous cache pas, parce que moi, j'ai vécu dans les années 80, et franchement, je suis tombé à la DAS, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient assez violents. Ouais. J'ai vu des éducateurs se faire frapper par des jeunes de la DAS, de 14 ans, 15 ans. Et après, on me dit, ils sont tombés sur des éducateurs, éducatrices qui ont violé des jeunes, tout ça. Moi, quand j'étais à la DAS, franchement, j'ai rencontré pas mal d'éducateurs, éducatrices. Ils étaient superbes avec nous. Ils ont tout fait pour qu'on s'en sorte. Moi, j'ai rencontré, comme Pierre, lui, il a tout essayé. Et après, voilà, c'est pas de sa faute parce que moi, je suis fils unique, j'étais un peu perdu dans ma vie, j'étais dans ma tête. J'avais aucun parent qui me donnait de l'amour. J'étais perdu dans ma tête par rapport à mon histoire. Donc c'est la DAS et Farida. Farida, ma femme, oui, qui m'a soutenu, qui m'a aidé. Ouais. Parce que on se demande d'où sort votre combativité.
Parce que, en fait, avec tout ce que vous avez vécu, vous pourriez très bien être comme votre mère, dépressif, dans un coin, sous Valium du matin au soir. Ouais, mais il y avait un moment, j'étais alcoolique à l'âge de 18 ans, 19 ans. Je suivais un psy une fois tous les 15 jours. Ouais. J'avais l'obligation de voir. Parce que Vous auriez pu plonger. J'aurais pu, ouais. Et non. Et ça, c'est une sorte de mystère. On peut dire, c'est la foi. C'est la foi en quoi? La foi en Dieu. C'est la foi en Dieu. Oui, qui m'a aidé. Vous êtes musulman, bien Je sûr. suis musulman, oui. Ouais. Pratiquant. Pratiquant, oui. Vous avez failli vous faire embominer par les barbus. Ouais, j'ai failli. Mais grâce à Dieu, je suis rentré dans le droit chemin. Et franchement, c'est la foi qui m'a beaucoup aidé, la foi en Dieu. Alors, vous n'êtes pas français, Non, au bout de cette histoire, parce que vos parents n'étaient pas français. non, Ils n'avaient jamais demandé la nationalité française. non, jamais. Mais j'aimerais l'avoir parce que je suis venu bébé, j'avais que 15 jours en France. Mhm. Et comme j'ai pas de livret de famille, Ouais. et ça complique les choses. Mon éducateur, Pierre, il avait fait une demande. Pendant 2 ans, on s'est bataillé, on l'a pas eu à Nanterre. Et quel nom faudra-t-il écrire sur la carte d'identité française? Ça, c'est une très bonne question. Si on pouvait éviter Brahim Kermaoui, oui. ça vous arrangerait? Oui. Ou vous êtes en paix avec ce nom et ce prénom? Après, mon prénom, je suis en paix. Mon nom de famille, non. Donc Brahim, on garde? Oui. Et Et vous voulez Kermaoui, non, j'arrive plus à le porter ce nom. Vous voudriez porter le nom de votre mère et de votre père, les vrais. Mes vrais parents mieux. Mes vrais parents. Mohamed VI, si tu nous écoutes, Oui. il y a que lui. Il y a que lui qui Il y a peut que nous lui aider. qui peut vous aider aujourd'hui. Merci beaucoup, Brahim K. Brahim K, voilà. Brahim Merci K. Christophe. Hein. Ça, je suis très ému, ça me touche d'être un Européen. Franchement, de partager mon histoire, se sensibiliser. Franchement, je vous remercie énormément. Merci à vous, Brahim. Votre livre donc s'appelle L'enfant égaré. On le trouve notamment en téléchargement et en commande chez Amazon. Voilà. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.